Hey guys, bienvenue à toutes et à tous sur le véritable premier épisode du Planning Pastel. Donc, vu que c'est le premier épisode de la première saison d'un nouveau projet, venez, on va couper le petit ruban de la joie. Mais je n'ai pas le budget pour les gros ciseaux, donc on aura les ciseaux à bourron là, comme quand on était en CP. En tout cas, je voulais aussi prendre le temps de tous vous remercier pour tous vos petits messages très mignons, pour nous encourager à poursuivre, pour nous dire que vous avez bien aimé l'épisode 0, que vous avez hâte d'entendre la suite. Et ben écoutez, merci beaucoup, ça nous a beaucoup encouragés, ça nous a beaucoup fait plaisir. Ça nous a fait très plaisir du coup. Excusez-moi, j'enregistre cet épisode, il est 1h06. Voilà. Et on espère que toute la suite vous plaira. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'épisode 0, qu'est-ce que vous faites là en fait? Non, je rigole. On peut tout simplement vous dire que le Planning Pastel, c'est le podcast au concept sans concept et que vous arrivez pile au bon moment vu que on débute officiellement avec le premier épisode. Mais du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'amour, d'espionnage, de trahison. Et non, ce n'est pas le synopsis du dernier épisode des Feux de l'amour. Je ne sais même pas si cette série passe encore. Et ce n'est pas non plus le scénario d'un très bon film que j'ai inventé et qui passera dans les salles sombres d'ici le mois prochain. Parce que j'ai toujours pas le budget. Mais donc du coup, je vais vous parler d'une histoire incroyable et étrangement méconnue, qui est la raison pour laquelle le Planning Pastel existe. C'est que vraiment, la raison numéro 1, c'est que tout le monde connaît cette histoire. Du coup, c'est logique que ce soit l'épisode 1. Mais du coup, si je devais la résumer, je pense que ça passerait par 2 questions. Soit, est-ce que vous seriez prêt à trahir votre pays par amour? Là, je pense que j'ai déjà un souci avec toutes les autorités françaises, mais c'est pas grave. Et ou, si vous préférez, on peut faire un ou est-ce que vous pourriez vivre dans un simulacre de couple et de vie de famille pendant près de 20 ans, en sachant pertinemment que celui des deux qui ment, c'est vous? Moi, je vous propose qu'à la fin de l'épisode, on revienne sur ces questions et que après l'épisode, vous m'envoyez un petit message pour me dire vos petites réponses, ça me ferait très plaisir. En tout cas, j'arrête le teasing et je vous annonce qu'on va parler de l'affaire Boursicot, un classique méconnu du coup de l'espionnage français. Dans les prochaines minutes, je vous propose qu'on se laisse porter par cette histoire, comme dans un bon roman d'espionnage. It's the music, not the story. Monsieur, Carrément. René, carrément. if you wish to see some great theater, come to the Beijing Opera sometime. Further education? Alors, ce que vous venez d'entendre, ce n'était clairement pas ma voix, mais ça vous le saviez, c'était un extrait du film Mr. Butterfly, réalisé par David Cronenberg et sorti en 1993, qui s'inspire très largement de l'affaire Boursicot du coup. Et au même titre que son inspiration, le film est très peu connu en France, mais je vous fais une petite review cinéma, on en reparle à la fin de l'épisode et tout. Et genre, bref, quand je vous le dis comme ça, on dirait que je suis pas organisée, mais si, vous inquiétez pas, tout est prêt. Genre là, j'ai même fait un petit plan pour l'épisode. C'est juste que j'ai un max d'informations à vous donner et que je veux que vous appreniez le plus de choses possible tout en étant très chill parce que c'est pas sorcier non plus. Bref, donc dans la scène, pour les moins anglophones d'entre nous, donc on a un homme et une femme qui se rencontrent au détour d'une conversation qui est très intéressante parce que la conversation, elle porte vraiment sur, enfin, c'est surtout la femme qui parle, hein, mais elle est vraiment en mode oui, il y a une érotisation et une exotisation. Je peux dire ça? Oui, oui. Des femmes orientales, etc. Et moi, je suis d'accord en mode oui, totalement. Oui, 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 oui. Très Edward Said vibes. Donc, moi, j'étais à fond derrière elle. Là, déjà, la dame, je l'appréciais. Et donc, du coup, finalement, elle demande au mec comment il s'appelle. Parce que pour commencer à parler avec les gens, c'est pas mal aussi de savoir comment il s'appelle. Et du coup, le gars répond René Galémard. Bon, si vous me permettez, je trouve que ça sonne trop bien comme nom. En fait, le nom en lui-même, si tu le dis à la française, genre René Galimard, c'est pas ouf. Mais genre, lui, comment il le prononce, c'est fou parce que je pense que l'acteur est américain et que, franchement, pour une fois, ça sonne bien. Et quand la meuf prononce son nom, c'est encore mieux. Genre,
regardez le film, voilà, parce que vous verrez quand elle dit: «René Gallimard», moi je suis là en mode: «Hi!» trop bien. Bref, et donc c'est lui le personnage qui est inspiré de Bernard Boursicot et donc du coup, qui sont les personnages de notre histoire? Donc il y a notre star, Bernard Boursicot du coup. Je vais répéter son nom 1000 fois dans l'épisode, ça va devenir le mot-clé. Donc qui est Bernard? C'est un jeune breton. Alors, je précise, je suis terminée par tout ça parce que, hem, dans toutes les sources que j'ai lues, donc que ce soit des sources françaises ou des sources, anglaises, enfin américaines et principalement américaines d'ailleurs, hem, genre c'est toujours précisé que c'est un breton et ça me fait trop rire parce que dans toutes les autres affaires d'espionnage que j'ai pu, lire, c'est toujours le français, la française, l'italien, l'italienne, enfin souvent des hommes donc voilà. Mais c'est jamais précisé la région d'où ils viennent. Donc vraiment mes amis de Bretagne, visiblement, nous vous avons entendu, c'est beau, vous pesez dans le game, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais du coup, Bernard, il est né en 1944, en Bretagne donc, et il évolue bon gré mal gré, dans les sphères de la diplomatie et des affaires étrangères. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que tous mes petits potes là qui veulent rentrer au Quai d'Orsay, qui sont en train de se casser la tête en licence ou en master pour après passer un concours, et bah, déjà bonne chance, mais en plus, vous n'êtes clairement pas nés à la bonne époque. Parce qu'en 1963, Bernard, qui a tout juste 18 ans, qui a tout juste son BEPC, le BEPC, c'est, il me semble, l'équivalent du bac. Mais donc du coup, à 18 ans, le gars est enseignant de français, dans l'Algérie nouvellement indépendante. Donc déjà, moi je trouve que classe. Et en 1964, donc il a 19 ans, sous les conseils du consul d'Oran, qui est un peu devenu, comment dire? Ce pote plus âgé qui vraiment une genre de figure paternelle incroyable, qui est, Claude Chaillet et donc du coup, sous ses conseils, il passe le concours du Quai d'Orsay pour devenir contractuel. Il l'obtient et il devient comptable à l'ambassade de France à Pékin, Beijing pour son petit nom chinois, sachant que vous dire ça n'apporte rien à l'histoire, mais c'est pas grave. Que Charles de Gaulle vient juste d'ouvrir, genre, le gars il vient d'ouvrir son ambassade et on a posé Bernard là-bas. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Bernard trop un king déjà? Les gars, moi aussi je veux rentrer si facilement dans le monde, des ambassadeurs et des diplomates, hein, mais bon, cela restera sûrement lettre morte. Mais du coup, Bernard, c'est pas un mec comme les autres, puisque comparé au reste du personnel de l'ambassade qui veut juste rester, entre les murs de l'ambassade, pardon, ça se voit qu'il est une heure, hein. Rester, entre eux, dans leur petit bout de France, au sein de l'empire du milieu. Bernard, qui a, bah, du coup entre 19 et 20 ans, soit mon âge. Bref, on va pas revenir là-dessus, veut découvrir, le monde, rencontrer les populations, hem, sachant qu'on parle de la Chine, de la Chine maoïste du coup qui a déjà connu la révolution non, qui a déjà connu le grand bond en avant de 1958, mais qui est pas encore touché par la révolution culturelle qui adviendra en 1966 et vraiment retenez cette date, révolution culturelle 1966, c'est super important. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment ultra différent de la France des Trente Glorieuses qui vient de laisser du coup, mais aussi de l'Algérie nouvellement indépendante. Alors, je sais que ça fait beaucoup de dates, beaucoup d'événements historiques et tout, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, on va vraiment passer dans le vif du sujet. C'était juste pour vous poser un petit peu le décor et petit aparté encore, il y a plus d'aparté que de texte depuis le début, mais c'est pas grave. Vraiment l'histoire de la Chine de la seconde moitié du XXe siècle, c'est super intéressant et j'aimerais vous faire, 1000 heures dessus, mais je pense pas que ça vous hyperait de fou. Voilà, moi je voulais juste vous dire, allez lire des trucs, c'est sympathique. En tout cas, il faut noter que je trouve que Bernard a trop raison. Vraiment, j'ai dit ça en mode, la science infuse. Bref, je trouve qu'il a trop raison parce que il est au milieu d'un pays étranger, dans une ambassade. Bah oui, tu vas rencontrer des gens, oui, tu vas voir, le pays. Pourquoi tu veux rester dans ton bureau? Ça n'a aucun sens. Voyons. Mais donc du coup, Bernard, il suit, notre conseil, même si c'est plutôt nous qui disons qu'il fait bien, mais c'est pas grave, il prend son petit vélo, c'est pas moi qui l'invente, hein, il se balade vraiment en vélo et let's go, il va gambader. Et donc du coup, il se déplace et cetera et cetera. Sauf qu'il y a un petit couac, hein, c'est que Bernard, il parle pas un seul mot de chinois. C'est bête, oui. Et c'est hyper bien exploité, dans, Mister Butterfly d'ailleurs, parce que du coup, on le voit essayer quelquefois de parler avec les populations locales et et genre vraiment il nous fait un mélange anglais, français, chinois et
On parle de la Chine post-grand bond en avant, donc vraiment, un grand niveau de misère avec, très peu de personnes qui sont alphabétisées déjà, donc imagine, non, non, elles vont pas te répondre en anglais ou en français, encore pire en français, mais bon bref, du coup, c'est très compliqué pour lui et c'est très drôle pour nous parce qu'on est là en mode: «Non, non, 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 vraiment pas même». Hem, mais donc du coup, quand il est pas en train de traverser la Chine à vélo, Bernard il accompagne Chaillet qui est devenu, ambassadeur en Chine du coup, à de grands événements diplomatiques et consulaires auxquels quelques Chinois qui sont autorisés par le parti sont autorisés à participer quoi. Et parmi ces Chinois, qui retrouve-t-on? Xi Peipu. Alors, petit instant culture générale, avant de vous parler plus largement de Xi Peipu. Faut savoir qu'en Chine, en fait, c'est pas comme en Occident, donc on dit le nom de famille en premier et après on donne le prénom. Donc, dans le cas de Xi Peipu, son nom de famille c'est Xi et son prénom c'est Peipu du coup et je vous le dis, pas uniquement pour être là en mode: «Regardez, I know», c'est surtout parce que, dans certaines interviews que j'ai pu consulter, Bernard Boursicot l'appelle directement Peipu, ce qui traduit un minimum de proximité que le planning pastel n'a clairement pas avec ces gens, puisqu'ils ne savent pas que nous existons et donc du coup, nous on l'appellera, Chi ou Chi Peipu parce que voilà, on est quand même respectueux. Voilà, maintenant je vais ranger le mini moi sinologue de Lidl dans une boîte et on va pouvoir reprendre puisque Chi Peipu, c'est la première fois que vous entendez son nom, voilà et pourtant très important. Donc, c'est un artiste lyrique né en 1938 dans la province du Shandong, en Chine, du coup, et il a 26 ans quand il rencontre Boursicot, qui en a 20 à l'époque. Donc, je vous ai pas forcément décrit Boursicot, mais des photographies que j'ai pu voir, c'est un homme, je sais pas si on peut dire qu'il est grand, mais bon, je pense qu'il dépasse la taille moyenne de l'époque, brun et qui a l'air plutôt, robuste, voilà, waouh, une description de qualité, vous avez vu ça? Mais du coup, on a une description de Shipeipu, so let's go la lire, hein, issue, de différentes sources, mais qui sont toutes, issues de quoi? Des témoignages de Bernard. Donc, comment le décrit-il? Alors, il dit, je cite: «Svelte, intrigant, superbe dans son costume à col Mao et au visage troublant». Alors, j'ai interprété visage troublant pour dire que c'était un air relativement androgyne. Donc voilà, personnellement, c'est ce qui me paraît le plus logique. Et devinez quoi? En plus d'être intrigant et superbe, il est membre de l'Union des écrivains car auteur de livres d'opéra et Chi parle un très bon français, comme c'est étrange, ce qui lui permet d'être le tuteur des enfants Chaillet, donc les enfants de Claude, le le mec qui a pris sous son aile Bernard. Je sais pas si on suit très bien, mais du coup voilà, le gars, pour l'instant, prince charmant quoi. Et il est évident que Boursicot est complètement fan de son nouveau pote. Après franchement, je peux totalement comprendre parce que Bernard, il est dans un nouveau pays où il parle pas la langue, du coup, où il veut quand même rencontrer du monde et cetera et évidemment, bah, la personne avec qui, tu peux voir du pays et qui parle ta langue, bah, forcément tu vas être plus proche d'elle et en plus, Schiss, ça semble pas être n'importe qui, enfin genre c'est pas le premier mec que tu croises dans la rue, je veux dire le gars il est autorisé par le pouvoir en place à participer aux réceptions avec les occidentaux. Genre, le gars il pèse dans le game, en plus, il a été formé par, l'un des acteurs de l'opéra, les plus connus à l'échelle mondiale, c'est Mei Lan Fen, qui est connu notamment pour ses rôles féminins. Ça a une certaine importance pour la suite, donc gardez ça en tête et en plus, du coup, il est vraiment, bah, intrinsèquement par son métier, il est relié à ce monde de l'art, de la culture et cetera, qui intéresse vraiment, Boursicot. Donc c'est too much, c'est tout ouh là, too much non, c'est tout bénef. Donc ça match et ils enchaînent les sorties pardon et ils vivent, leur meilleure vie de nouveaux besties. Mais sauf que là, en 1965, en mai plus précisément, plot twist, Shipeipu, il chope la main de Bernard, dans la rue et il lui avoue qu'en réalité, il est une femme. Waouh, je sais, vous tombez de votre chaise ou vous ratez, un caillou, je sais pas où vous êtes. Donc voilà. Alors, pause. Il ne lui annonce pas être une femme au sens transgenre. C'est-à-dire, il lui dit pas je me sens femme. Il lui explique qu'il est femme au sens biologique du terme et que encore aujourd'hui, il se reconnaît comme tel.
C'est-à-dire que Shipeipo explique qu'à sa naissance en 1938, il serait né fille à la suite de 2 sœurs et que du coup sa mère, craignant que la grand-mère de Shi ordonne à son fils de se remarier pour qu'il ait une femme qui lui donne un fils entre guillemets, entre gros guillemets même, et bah du coup la maman de Shi a dit bah non, cette petite fille, on va la déguiser en garçon en gros, et on va l'élever comme telle et elle paraîtra comme telle en société. Donc par la suite, cette confusion de genre, c'est l'expression que j'ai vue dans mes sources, c'est pas moi qui la sort ainsi, serait apparue comme la norme à Shipeipo et elle se serait accrue, notamment au travers de sa profession au sein du théâtre, où le mélange des genres apparaît comme la norme parce que c'est le théâtre traditionnel chinois, donc dans lequel les rôles de femmes sont souvent joués par des hommes, ce qui a rien d'étrange en soi. Enfin, en Europe, on a fait ça longtemps. Genre, par exemple, il y a l'histoire classique comme quoi l'une des premières représentations de Roméo et Juliette, c'était 2 hommes, et ça s'explique, je pense. J'ai pas la certitude, mais je pense que c'est parce que les femmes ont mis super longtemps à avoir accès aux planches. Donc du coup, voilà. Après, ça peut vous sembler surréaliste, mais j'ai fait des recherches il y a quelques années sur la politique de l'enfant unique, donc qui s'est étendue des années 60, je crois, de la fin des années 60 jusqu'au début des années 2000, milieu des années 2000 même, et cette politique-là, on voyait déjà très clairement dans les foyers chinois qu'il y avait une très grande importance pour le garçon, genre fallait absolument avoir un fils, ce qui a entraîné d'ailleurs des actes ignobles envers les petites filles qui naissaient. Et donc, imaginez en 1938. Donc, en soi, c'est probable, c'est possible. Et sur cet épisode, Bernard confie dans une interview, je l'appelle Bernard comme si c'était mon pote, mais du coup non, Bernard Boursicot confie dans une interview du 23 octobre 1998, que lorsque Shipeipo lui a annoncé et l'a supplié de garder son secret, il a dit, et je cite, qu'il lui était devenu impossible de concevoir la vie sans Peipou. En fait, je vois vraiment ça comme le fait que Bernard Boursicot, il ressentait quelque chose de très fort pour Shipeipo. Et franchement, à 20 ans, c'est un peu compliqué de savoir exactement ce que tu ressens. Donc peut-être que c'était de l'amour, peut-être que c'était de l'amitié très forte, enfin bref, peu importe. Et que une fois que Shipeipo lui a confié qu'il était une femme, ça a rendu dans la tête de Bernard Boursicot l'histoire possible, puisque ça a fait sauter la dernière limite, entre guillemets. Rappelez-vous qu'on parle de 1968, donc c'était pas hyper gay-friendly non plus, qui était la possibilité de l'homosexualité. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, ils vivent leur petite vie de petit couple clandestin, mais en décembre 1965, le Quai d'Orsay rappelle Bernard et lui explique qu'il doit revenir en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La Chine, c'est fini. Et dire que c'était le pays de son premier amour. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir fait cette vanne, je la trouve incroyable. Bref, donc donc du coup, j'en étais donc il décide qu'effectivement il doit partir, enfin il a pas trop le choix, et juste avant qu'il parte, il y a Shipeipo qui est confié à Bernard Boursicot, qu'elle est sûrement enceinte. Donc voilà, ni une ni deux, Bernard il a ni peur de l'engagement, ni peur du prix d'entretien d'un enfant, ni peur du fait que sa femme est censée apparaître comme un homme aux yeux de la société, et il répond, très largement: «OK, pas de souci, écoute, hâte de vous revoir tous les 2, et si c'est un fils, on l'appellera Bernard». Déjà le melon, hein, pourquoi tu donnes ton enfant à ton fils? Ça se trouve, il veut avoir un autre nom, peu importe. Mais en plus, je vous rappelle que Bernard, son travail, c'est pas d'être guichetier au cinéma du coin. Enfin, genre, le gars, il travaille pour le ministère des Affaires étrangères français, donc il va pas revenir le soir même, quoi. Donc du coup, après son retour à Paris, un passage à l'ambassade de France en Arabie Saoudite, on est loin quand même, il revient à Pékin en décembre 1969. Donc oui, vous avez bien entendu, 1969. C'est-à-dire qu'en fait, Chi, elle a eu le temps de poursuivre sa grossesse, d'accoucher, de scolariser son gosse, que le daddy, il était toujours pas rentré. Mais il revient, et il revient pas comme n'importe qui, il revient comme préposé à la valise diplomatique. Alors là, j'ai envie qu'on fasse un petit point, une petite pause, parce que dans certaines sources que j'ai lues, il y avait marqué qu'il avait un poste subalterne en parlant du fait qu'il était préposé à la valise diplomatique. Et si je vous lis mes notes, ça fait vraiment 1,
3 points d'exclamation. Parce que oui, la valise diplomatique, c'est pas n'importe quoi. C'est ce qu'on utilise pour faire passer notamment, les documents top secrets et en droit international, elle est réputée inviolable. Enfin, je veux dire, c'est pas des prunes, quoi. Le gars, on lui a pas confié le café de l'ambassadeur, quoi. Hem, D'où ma question, qui est l'imbécile qui s'est dit: «On allait filer la responsabilité de la valise diplomatique à l'ancien comptable de l'ambassade de Chine». Enfin, j'ai rien contre les comptables, donc à tous mes comptables, mes ex, mes futurs comptables, il y a zéro souci, vous êtes des gens très bien et je suis sûre que vous êtes capables, mais c'est quand même une grosse responsabilité. Enfin, j'ai pas compris, comment c'était possible et on va y revenir, hein, je suis pas la seule à me poser la question. Sauf qu'en plus, quand il arrive à Pékin, bah, la Chine, c'est plus le territoire, bon, miséreux certes, mais le territoire qu'il a connu lors de sa romance, clandestine avec Xi Peipu, puisque, ce qui est passé entre-temps, c'est la révolution culturelle. Donc la révolution culturelle, elle balaye la Chine, donc elle commence en 1966, donc en 69, elle est toujours en cours et Xi n'échappe pas à la révolution culturelle puisque rappelez-vous, c'est une artiste lyrique de l'opéra, soit une artiste qui est accusée d'être la représentante de, je cite: «l'art dégénéré de l'ancienne Chine». Donc pendant un moment, elle et Boursicot sont séparés et quand ils se retrouvent, le Français immédiatement, il va demander à sa femme, du coup, enfin c'est pas sa femme, légalement, mais vous avez compris: «Il est où l'enfant?» Et elle va lui dire que non, mais il est en sécurité, c'est chez une nourrice dans le Xinjiang et si vous ne voyez pas où c'est une province qui est tout à l'ouest de la Chine, donc c'est extrêmement loin de Pékin. Donc effectivement, sur ce point, le gamin est en sécurité. Mais du coup, pour ne plus être séparés tout en préservant les apparences, puisque Xi apparaît quand même comme un homme, encore, Xi demande une autorisation pour devenir le professeur de chinois et d'idéologie maoïste, à Bernard Boursicot, qui ne parle toujours pas chinois. Et ceci est accepté. Pourtant, Xi Peipu sera tout de même enlevé par les gardes rouges et donc hem, donc Bernard est clairement effondré. Enfin, je veux dire, il a plus, la femme qu'il aime, il a plus son fils. Il est tout seul, dans un pays qui est quand même, relativement en proie au chaos, donc c'est pas la grande forme et à la fin du printemps 70, donc 1970, il rencontre un dénommé Kang. On sait que ce n'est pas son vrai nom, mais je vais garder ce pseudonyme parce que c'est quand même plus simple pour la compréhension. Donc un fonctionnaire du ministère de la sécurité publique, soit c'est un mec qui pèse dans le game, quoi. C'est pas n'importe qui vient frapper à ta porte et de son propre chef Bernard Boursicot, donc notre préposé à la valise diplomatique, soi-disant un rôle subalterne. Il va aller chercher une lettre scellée prise sur le bureau de l'ambassadeur et il va la donner à Kang en se disant, «Bah ouais, mais ça va forcément sauver ma femme et mon fils». Nouveau point sécurité, dans les années 60-70, on s'en foutait en fait. Genre, je suis désolée, mais comment ça tu laisses une enveloppe sur le bureau en mode, je sais pas, mets une grosse lumière dessus, enfin, on se croirait dans un mauvais cartoon, ça me fatigue et je vous jure que c'est vrai en plus, c'est ça le pire. Donc il lui donne cette enveloppe et et il a à moitié raison sur le fait que ça sauve sa femme et son fils puisqu'il n'est toujours pas en contact direct avec Chi, et mais elle est en vie, il a les preuves comme quoi, elle est toujours en vie et tout, enfin ils ont quelques conversations quand même et Kang devient son agent de liaison. Voilà, on est à fond dans le James Bond là, ça y est et donc du coup, il lui demande de commencer ses services d'espionnage. Enfin quand je dis demande parce que je suis quelqu'un de poli, en vérité, Bernard il a pas trop le choix. Et selon les documents de la direction de la surveillance du territoire française, donc de son petit nom, la DST, souvenez-vous-en parce qu'elle va revenir, rédigée bien après l'affaire, hein, donc bien sûr, on a les informations après. Bernard Boursicot aurait transmis des documents top secrets de mai 1970 à mai 1972, puis d'avril 1979 à mai 1981. Donc de 70 à 72, c'est quand il était affecté à Pékin et de 79 à 81, c'est quand il était affecté à Oulan-Bator. Donc Oulan-Bator, c'est en Mongolie extérieure et quand il est là-bas, je trouve que vraiment Bernard Boursicot, il fait un move de génie. Genre, la Chine veut plus d'informations, à propos de, l'URSS. Sauf que, bah, il a pas plus d'informations, Bernard, enfin je veux dire, faut pas abuser du truc non plus. Il est pas en contact direct avec Moscou et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait pour, quand même répondre aux exigences chinoises? Il va
prendre des articles dans Le Figaro, il va les recopier à la machine à écrire, il va poser un petit tampon, top secret et ça marche. Voilà, donc les Chinois sont très contents, ils ont leurs informations top secrètes, qui ne sont pas des informations top secrètes, hein, tout le monde est au courant, mais c'est pas grave. Et du coup, au bout d'un moment, grâce à cette transmission d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, Bernard peut voir sa famille et même partir en vacances avec, donc très, très content le Bernard. Et finalement la collaboration avec, le gouvernement maoïste, s'arrête en 81 quand, Bernard quitte la Mongolie et rejoint la France. Mais du coup, je sais quelle question vous vous posez. Quelle information partageait Bernard? Bah oui, je sais. Et donc du coup, dans l'entretien que je vous citais tout à l'heure, il dit: «Je me suis engagé politiquement, je pensais aider ce pays à sortir de l'isolement. À une condition importante toutefois, je n'ai jamais donné aux Chinois d'informations concernant mon pays, la France». En effet, ça fait une grosse différence, mais Bernard n'a jamais donné d'informations concernant la France, il a toujours donné des informations concernant les États-Unis, notamment, leur position, au Vietnam et sur, le géant soviétique, dans le cadre de la guerre sino-soviétique engagée en 1969 à propos du fleuve Amour. Alors, j'ai trouvé très mignon qu'il s'appelle le fleuve Amour quand on sait qu'il faisait partie des documents que Bernard faisait passer à la Chine pour sauver son amour. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir puisque amour, c'est juste la retranscription phonétique, du mot russe, qui veut dire il veut dire boueux, le mot. Voilà, je vais pas vous faire l'affront de le dire en russe parce que j'ai aucune base en russe, mais vraiment j'étais tellement déçue. Donc bon, voilà, il y a des choses comme ça marche pas et quoi qu'il en soit, le fait que ce soit pas des informations sur la France, comme je disais, c'est très, très important parce que du coup, ça permet d'éviter, les éléments constitutifs d'un crime de trahison. Ce qui est très bonne chose pour Bernard Boursicot. Genre vraiment là, il s'est assuré, une certaine protection. Mais on le verra plus tard. Donc on en arrive à le passage, inéluctable finalement dans toute activité, de trahison. Nous sommes le 30 juin 1983. Je sais que la majorité d'entre vous n'étaient pas nés, mais faites semblant, c'est pas grave, imaginez le 30 juin 1983. Je vais vous aider en plus parce qu'il est 11h40 et on est à Paris, donc il fait un petit peu chaud quand même, c'est juin et tout. Et donc du coup, vous êtes un petit passant, tranquillou, et vous voyez, Bernard Boursicot se faire arrêter près de la station de métro École Militaire par une équipe de la DST! Voilà! Je vous avais dit qu'elle reviendrait. Donc les commissaires divisionnaires Raymond Nart et Yvan Bonsapierre se relaient pour interroger l'ancien préposé à la valise diplomatique et ils n'oublient pas de poser des questions aussi sur, le chinois et l'enfant qui sont actuellement à son domicile. Et donc du coup là Bernard il transpire. Alors vraiment il est en mode: «OK, moi mon secret c'est pas d'avoir, commis un acte d'espionnage» parce que ça, il l'avoue très vite. Enfin il fait pas de résistance, hein, il est en mode: «Oui effectivement, son secret c'est Chi Pei-Pu en fait» et l'enfant du coup. Mais il se dit: «Bon, on est loin de la Chine, ici, bon, il y a pas trop de risques», donc il avoue que Chi est sa femme et que l'enfant est son fils. Ni une ni deux, le 1er juillet, la DST se présente au domicile de Boursicot et arrête Chi Pei-Pu. Par contre, comme il a des problèmes cardiaques, on accepte de, l'interroger sur place et du coup, la quadragénaire, qui a tout l'air d'être un quadragénaire, est entendue sur place. Donc Chi Pei-Pu, il a une, version relativement similaire à celle de Bernard Boursicot, sauf qu'elle dit avoir rejoint la France en 1982, profitant de la libération du régime, sous Deng Xiaoping, bref. Hem En France, elle reçoit un très bon accueil, puisqu'elle devient la coqueluche du monde culturel français qui est intéressé par la Chine et je vous avoue que si j'étais née en 82, sûrement aurais-je suivi les interviews qu'elle a fait sur TF1. Bon du coup, c'était qui l'a fait puisque de l'extérieur il ressemblait à un homme, mais bref. Et donc du coup, elle annonce aussi avoir toujours baigné dans le monde où l'art côtoie, l'espionnage puisqu'elle est, de la même famille que Dean Shilin, le vice-ministre de la culture, sous la présidence de Zhou Enlai, donc un président du parti communiste chinois, enfin secrétaire général et ce même homme donc Di Shilin était aussi président de l'association du peuple chinois pour les relations culturelles avec les pays étrangers, reconnu pour ses missions, je vous le donne en mille,
d'espionnage. Et par la même occasion, Shipaipu, pendant cet échange avec la DST, explique que bah non, mais c'est un homme à 100%. Ah! Donc, on va se poser 5 minutes dans la peau du juge qui doit instruire l'affaire. Donc, les poursuites sont instruites contre Bernard et Shipaipu. Donc, le premier pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, qui est une accusation moins forte que la trahison quand même, je vous l'assure. Donc un crime duquel Shi est poursuivi au titre de complicité. Par la même occasion, il a fallu écarter cette question de genre pour Shipaipu. Je pense que c'était pour déterminer si Bernard avait menti ou non, genre en mode est-ce qu'il avait dit que c'était sa femme pour cacher que c'était un espion ou... Enfin, je pense que c'est ça, parce qu'on n'a aucune information à ce propos-là, genre personne se dit c'est pas mal de donner des infos dessus. Donc je vais partir du principe que c'est pour ça. Et après des expertises médicales, du coup, on conclut que la chanteuse est effectivement un chanteur. Donc la nouvelle est rendue publique très tôt dans la presse, le 13 juillet, et depuis la prison de Fresnes où il attend son procès, Bernard entend que sa femme est en fait un homme, il s'évanouit, voilà. Sans plus de procès, il s'évanouit. Pour rappel, les deux sont ensemble depuis 18 ans à l'époque, genre en relation amoureuse, j'entends. 18 ans, c'est très long, 18 ans. Et il y a un enfant en jeu, quand même. Même si la plupart des sources que j'ai lues, genre l'enfant, on sait qu'il existe, mais une fois que le procès passe, on sait pas ce qu'il devient. Et vraiment, j'aimerais savoir ce qui est arrivé à cet enfant. Mais bon, bref, lorsqu'il se réveille, Bernard Boursicot est la risée du monde médiatique français sous fond d'homophobie. C'est vraiment horrible. Il y a des titres de journaux comme la Mata Hari chinoise est en fait un homme, le chevalier Déon à la chinoise, enfin plein de trucs comme ça où vraiment on fait passer Bernard Boursicot pour un imbécile. Enfin, les titres de l'époque et même les articles sont vraiment très durs, je trouve. Et d'ailleurs dans le film, René dit tout à la fin, moi, virgule, la risée de la France entière ou un truc comme ça. Et vraiment, ça m'a brisé le cœur parce que j'étais en mode, le gars, le pauvre, il est juste tombé in love, quoi. Il s'est fait un peu balader, oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est une raison pour... Voilà, enfin, ça se voit, il est mignon en plus, enfin, genre, il est cute, je sais pas, bref. Et lors d'une confrontation entre les deux hommes, il y a confirmation comme quoi Shipaipu est véritablement un homme. Et une semaine après, Bernard essaye de se suicider. Donc Shipaipu de son côté fait l'objet d'une expertise psychiatrique avec les docteurs Roger et Delfer, auxquels il raconte que les relations intimes qu'ils avaient avec Bernard Boursicot se faisaient dans l'obscurité et de manière furtive. Je suis un petit peu sceptique sur le manière furtive, mais écoutez, on m'a pas demandé mon avis au procès. Et donc du coup qu'il aurait simulé une perte de virginité lors du premier rapport et qu'il aurait demandé et qu'il aurait informé son compagnon du fait qu'il avait fait pratiquer une première IVG lors d'une soi-disant première grossesse et pour la soi-disant deuxième grossesse qui aurait donné naissance à Chidoudou. Donc, et du coup, à propos de sa grossesse menée à terme, entre guillemets, qui a donné naissance à Chidoudou, donc l'enfant qu'on a retrouvé dans l'appartement de Boursicot, parce que du coup, il a deux noms, il a Bernard pour son nom français et son nom chinois ça fait Chidoudou, donc avec le nom de famille de Shipaipu. Il explique que du coup, en fait, c'est un enfant qu'il a adopté dans le Xinjiang. Et donc du coup, pourquoi le Xinjiang en particulier, donc cette province de l'Ouest dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est parce que c'est une région de la Chine, pardon, où les populations sont réputées pour avoir des traits qui sont un parfait mélange entre des traits asiatiques et des traits plutôt occidentaux. Et donc du coup, ça parfairait son mensonge de dire que c'était un enfant issu de l'union entre Bernard Boursicot et lui. Durant l'expertise physique qui est réalisée par les docteurs Bailly et Campana qui avaient conclu à la présence d'organes sexuels masculins sur Shipaipu, il dira n'avoir jamais laissé entendre à Boursicot qu'il était une femme. Bon, cette information, sachez qu'elle a été directement mise aux oubliettes vu que juste avant, il a dit le contraire à d'autres médecins. Donc on était en mode arrête. Donc voilà, et sachant qu'en plus, il a fait une démonstration aux médecins de la façon dont il dissimulait son pénis et faisait croire à la présence d'un vagin. Donc voilà. Maintenant, mes amis, on arrive au moment du procès. Et mon Dieu, c'est le moment qui m'énerve le plus.
Je suis d'accord, l'affaire est peu commune. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous l'écoutez actuellement, hein, mais je trouve que vraiment le président d'audience tourne ça au ridicule et c'est carrément malsain. Parce que par exemple, il a posé une question qui vraiment, à mon sens, n'a vraiment pas lieu d'être. Genre, il a regardé Bernard Boursigaud qui était totalement, shooté à ce moment-là, genre on lui a donné plein de médicaments à la suite de sa tentative de suicide notamment et il l'a regardé, il a fait: «Et au lit, ça se passait comment?» Mais Michel, t'es qui en fait? Enfin, en quoi ça te concerne? Ce n'est pas le souci. Je rappelle que l'audience de base, elle est relative, hem, à une affaire d'espionnage en gros. Donc non, ça n'a rien à voir. En plus, du coup, les 2 hommes sont dans le box des accusés, tous les 2 en costume, ils s'adressent pas la parole et franchement, ça devait être horrible pour Bernard parce que même si t'es sous médication, tu quand même, tu quand même vécu 18 ans avec la personne et tu te rends compte que genre c'est quelqu'un qui est inconnu et qui t'a menti sur lui, qui t'a menti sur l'enfant que vous aviez ensemble, enfin genre, c'est toute une partie de ta vie qui s'en va, quoi. Donc personnellement, j'ai énormément de peine pour Bernard Boursicot, genre, mais dès la première fois que j'ai entendu son histoire, ça m'a brisé le cœur, donc voilà. Mais il y a quand même des gens pour venir rappeler que, certes, il est fautif, mais il ne porte pas l'entièreté de la responsabilité et parmi eux, Raymond Nart, donc souvenez-vous, c'est l'un des policiers de la DST qui était en charge de l'affaire et il indique, je cite: «Personnage fragile, jamais Bernard Boursicot n'aurait dû être affecté à Pékin. Le drame de cette affaire, c'est que vous n'avez pas à juger les instigateurs, ni à juger les incompétents qui ont envoyé Bernard Boursicot en Chine et ensuite à Oulan-Bator». Mais merci Raymond, on est bien d'accord. Je me répète, mais vraiment, on lui a donné la valise diplomatique quand même. Enfin, préposé à la valise diplomatique, c'est pas rien quoi, enfin. Et après on est là en mode: «Oh bah, vraiment c'est bizarre». Bah non en fait. Donc bref, finalement, les 2 hommes sont condamnés à 6 ans de prison chacun. En 1987, Shipeipo est gracié par François Mitterrand, notamment, sous pression, demande de la Chine, et il finit par s'installer à Paris, bien qu'il soit régulièrement retourné, en Chine. De son côté, Bernard Boursicot purge toute sa peine, purge ses 6 ans et du coup, qu'en est-il aujourd'hui? Allez-vous me demander plutôt. Enfin, façon de parler. Donc Shipeipo est décédé en 2009 à la suite de ses problèmes cardiaques et aujourd'hui il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Depuis sa sortie de prison, Bernard vit aux côtés de son nouveau compagnon après avoir confié sa bisexualité au New York Times en 1993. Il a écrit un livre, J'ai trahi par amour, où il raconte toute cette histoire qui est absolument introuvable. Genre, vraiment, si vous arrivez à le trouver, je vous épouse, qui que vous soyez, parce que je pense qu'il a pas dû être édité très longtemps et ils ont pas dû le réimprimer derrière, donc voilà. Sachant qu'en plus, le fait qu'on trouve très peu de sources sur cette histoire, c'est pas uniquement le livre, il y a très peu d'interviews de Bernard qui en a donné, que quelques-unes donc au New York Times. Il a aussi, participé à ce livre du coup et il a dû faire 2-3 interviews télé mais très peu. Là où on retrouve pas mal de ces expressions, c'est de ces expressions, de ces citations, c'est dans dans le livre de Joyce Wadler. Le titre, c'est Liaison, The True Story of Mr. Butterfly Affair. Donc, Liaison, la véritable histoire de l'affaire de Monsieur Butterfly, dans lequel il dit à propos de Shipeipu: «Il a fait tellement de choses contre moi pour lesquelles il n'avait aucune pitié. Je pense que c'est stupide de jouer un autre match maintenant et de dire que je suis triste. L'assiette est propre maintenant, je suis libre». Lorsqu'on lui a annoncé son décès, il a dit qu'il était au courant de ses problèmes de cœur et que du coup ça l'étonnait pas. Mais enfin, il y a que moi que cette phrase, enfin que sa citation, vraiment j'étais là en mode: «Mais le pauvre, ça se voit qu'en fait je sais pas, genre, il est mal quoi, enfin c'est normal». Mais bref. Mais du coup, que dire de cette histoire pour y mettre un point final finalement? Donc, personnellement, j'ai toujours pensé que la trahison au nom de l'amour, ça avait quelque chose de très romanesque, de très romantique. Mais, dans la vraie vie, enfin déjà la vie n'est pas un film, n'est pas un livre, donc ça a énormément de conséquences et donc pour répondre aux premières questions que je vous posais au début de l'épisode, moi je pense pas que je pourrais trahir par amour quand même, genre, respect de la patrie, amour de la patrie en premier. Mais, surtout que
c'est beaucoup pour une seule personne alors que tu sais vraiment pas comment sont les gens finalement. Et le pauvre quoi, Bernard Boursiquot, il a fini avec 6 ans de prison, le cœur brisé après 20 ans de relation. Sachant que j'ai vraiment aucun doute sur le fait qu'il aimait vraiment, Chi Pei-pu et que ce qui les a séparés, c'est pas tant le fait que Chi Pei-pu, soit un homme, voilà. Sachant que par la suite Bernard a donc conclu qu'il était bisexuel. Je pense que c'est surtout le fait que, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons et bah, c'est ça qui est pas passé quoi, ce qui est totalement normal. D'ailleurs pour Chi, la question, reste parfois en suspens, c'est-à-dire aimait-il vraiment Bernard ou a-t-il menti depuis, 20 ans? C'est long 20 ans. Dernièrement, j'ai lu quelque part que Chi Pei-pu aurait dit sur son lit de mort, donc en 2009, qu'il avait continué d'aimer Bernard et j'aimerais beaucoup croire cette version les gars, vraiment, parce que, croire qu'on peut pas rester 20 ans avec quelqu'un qui ressent énormément de choses pour vous et faire semblant et rester de marbre. C'est un peu genre tout le programme du livre que j'écris, mais bah, comme dit Bernard Boursiquot, Chi Pei-pu il a pas eu de pitié pour lui, donc j'ai tendance à me dire que tout était faux, même si c'est horrible. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de l'opéra italien Madame Butterfly. Donc, il s'agit d'un opéra contant l'histoire d'une jeune japonaise durant la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, donc pendant l'occupation américaine au Japon, il me semble, où du coup cette jeune femme tombe amoureuse d'un soldat américain, l'épouse et se jure de l'attendre tandis qu'il repart aux États-Unis. Quand il revient, il a une femme américaine et refuse de reconnaître sa femme japonaise. Morte de chagrin, la japonaise se tue. Et bien qu'une très belle œuvre, cette œuvre est vraiment support d'une vision érotisée et exotique de l'Orient, où vraiment c'est la femme orientale qui va avoir une réaction presque de martyr envers l'homme qui la refuse finalement, alors que bah, avant il l'avait épousée, au profit de sa vie à l'occidental. Et donc du coup, c'est pour prendre le contre-pied de cette histoire que l'œuvre de David Cronenberg s'appelle Monsieur Butterfly. Alors en fait, quand on lit le titre, c'est M Butterfly, mais ça se lit Monsieur Butterfly. Bref, c'était juste une petite précision, pardon, qui a inspiré lui-même de la pièce de théâtre éponyme de David Henry Hwang, puisqu'ici ce n'est pas l'occidental qui traduit l'oriental, mais l'inverse, du coup. Enfin, c'est Madame, Mademoiselle Sun, du coup, qui est inspirée de Shi Pei-pu, qui se révèle en fait être un homme et qui a entraîné René Gallimard dans cette logique d'espionnage au travers de la manipulation, bien sûr. Cette critique de ce qu'on peut définir ici comme de l'orientalisme s'entend totalement dans le film. Je vous laisse ici un petit extrait. I've always seen opera singers as overweight ladies and too much bad makeup. Bad makeup is not unique to the West. I've never seen a performance as convincing as yours. Convincing. Me as a Japanese woman? Did you know the Japanese used thousands of our people for medical experiments during the war? But I gather such an irony is lost on you. No. What I meant was, you made me see the beauty of the story, of her death. It's pure sacrifice. I mean, he's not worthy of it, but what can she do? She loves him so much. It's very beautiful. Well, yes. To a Westerner. I beg your pardon? It's one of your favorite fantasies, isn't it? The submissive Oriental woman and the cruel white man. Well, I don't think so. Consider it this way. What would you say if a blonde cheerleader fell in love with a short Japanese businessman? He marries her and then goes home for 3 years
during which time she prays to his picture and turns down marriage from a young Kennedy. Then when she learns her husband has remarried, she kills herself. Now I believe you would consider this girl to be a deranged idiot, correct? But because it's an Oriental who kills herself for a Westerner, you find her beautiful. Yes. Well, I see your point. The point is, it's the music, not the story. Monsieur. Carrément. Donc cet extrait a lieu juste avant la scène de rencontre que je vous ai passée au début de l'épisode. Et pour vous faire une rapide traduction, Mademoiselle Sun, du coup, critique la vision occidentale qui voit comme incroyable la jeune asiatique qui se sacrifie pour son amour occidental, mais qui trouverait ridicule la jeune femme occidentale qui abandonne tout pour aller vivre avec un jeune asiatique. Donc voilà. Mais du coup, en parlant du film, qu'en dire? Donc déjà, je dois vous dire que j'ai galéré à le trouver. C'est-à-dire que vu que je suis un méga rat, je suis partie voir sur les sites de streaming, les sites illégaux, en vain pour finalement le trouver sur Amazon Prime à 2 €. Donc en soi, c'était pas beaucoup, mais bon, ça m'a quand même saoulée. Mais après ça, ça ne s'étend pas qu'au film, genre toutes les sources dont je vous ai parlé, j'ai vraiment eu du mal à les trouver. Genre j'ai dû passer par, les, par des recherches bien précises, élargir le champ des langues et cetera. Donc voilà, et quand je vous parle de sources, c'est vraiment des sources sérieuses, c'est pas seulement s'arrêter à, la la page, Wikipédia, et c'est pas, seulement écouter, les podcasts de France Inter parce qu'en fait, je voulais une diversité des sources. Donc voilà. Donc si je devais faire une critique courte avec tous les défauts que ça a, puisque je suis loin d'être une très bonne critique de film et qu'en plus j'ai dû voir 5 films dans ma vie, je dirais que c'est un bon film, mais juste à louer. J'explique pourquoi. Au niveau de la réalisation, c'est incroyable. Vraiment, au niveau des prises de vue, de la qualité de l'image, tout est incroyable. Au niveau du cast, j'ai rien à dire. Vraiment, les acteurs, c'est fou. Genre, on s'y croirait en fait. Et même la façon dont ils ont représenté la Chine des années 60 aux années 80, du coup, c'est vraiment très très bien fait. En plus, période d'ébullition politique qui est vraiment bien montrée, et pas seulement en Chine. Genre, à un moment, il y a René, du coup, qui est de retour en France, et on voit cette partie aussi d'ébullition en France. Donc voilà. Pour le scénario, du coup, c'est là que ça se corse, parce que je pense que pour quelqu'un qui connaît pas l'histoire, c'est une véritable surprise. Donc pour vous, ce sera jamais possible, c'est mort, je suis désolée. Sachant qu'en plus, Mademoiselle Song est directement présentée comme une femme dès le début. Donc en fait, il y a vraiment la surprise de se dire: «OK, c'est un homme». Il y a moyen de pas du tout s'y attendre. Donc voilà. Or, quand, on connaît l'histoire, le film avait le choix d'être un thriller romantique. Je trouve que c'est une combinaison bizarre. Genre, comment ça, un thriller romantique? Moi, quand j'ai lu thriller romantique, j'étais là en mode: «C'est Le Silence des agneaux, du coup?» Enfin, non, je ne comprends pas. Et donc du coup, il se concentre principalement sur l'histoire d'amour entre René Gallimard, vraiment je m'en lasse pas, ça fait, 1 heure et je m'en lasse toujours pas, mais bon bref, et Mademoiselle Sun dans la Chine de ce temps-là. Il doit y avoir même pas 15 minutes sur l'espionnage, le procès, et c'est tout, enfin, et tout ce qui se passe après, et du coup je trouve que c'est vraiment insuffisant, enfin genre, peut-être faire moitié-moitié, ça aurait été bien aussi, enfin, donc voilà. Mais le plus gros point négatif à mon sens, ça repose sur les dialogues. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont incroyables, genre là où Mademoiselle Sun remet vraiment en cause, la vision occidentale de l'Orient et tout, évidemment j'ai adoré, j'étais là en mode: «Tu es ma queen, je t'aime», mais après, il y avait des dialogues qui m'ont mis vraiment mal à l'aise parce qu'il y avait vraiment cette notion enfin de soumission de l'un à l'autre. Et en poussant l'analyse, je peux comprendre que le but était d'instaurer une relation d'infériorité entre la femme asiatique et l'homme, occidental, pour on ait vraiment cette vision qui soit un peu, malheureusement, basique, dans la vision qu'on peut avoir, heu, de voilà. Mais et qu'après il y a le paradigme qui s'inverse, et que du coup on se rend compte que, bah, non, en fait, celle qui avait vraiment le pouvoir c'était la femme asiatique. Heu Mais il y avait vraiment des parties, c'était, poussé beaucoup trop loin, en fait, cette notion de soumission de l'un à l'autre, et vraiment, mais je vous le répète, hein, mais ça me mettait mal à l'aise, quoi. J'étais là en mode: «Oui, d'accord, nous avons compris, c'est bon, vous pouvez vous arrêter là». Donc voilà. Après,
peut-être que c'est que je suis simplement pas assez mature et que quelqu'un d'autre le regardant se dira: «Non, non, c'est totalement, très bien». Donc je ne sais pas. En tout cas, je vous donne mon avis avec, comme je vous le disais, tous les défauts qu'il comporte. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille, potentiellement d'aller le voir si vous avez un peu de temps. Je crois qu'il dure 1 heure et demie, donc ça va et franchement, c'est pas mal et puis au moins c'est regardé et vous vous dites que vous êtes plus dans l'histoire et voilà, ça vous ajoutera un capital culturel. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet épisode, ce qui n'est déjà pas très mal parce que je crois qu'on est à plus de 50 minutes d'épisode. Vous m'excuserez, je vous promets, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode, sur l'histoire, si vous la connaissiez ou non, ce que vous en avez pensé. Au niveau du film aussi, si vous l'avez vu, si vous l'aviez déjà vu, si vous avez envie de le voir, ce que vous en avez pensé. On peut en débattre, il y a pas de souci. On se retrouve lundi prochain et d'ici là, n'oubliez pas de cocher vos to-do list.